Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Nouveau déploiement diplomatique au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume. Le souverain a remis leur dahir de nomination aux 22 ambassadeurs. Démantèlement d'une cellule terroriste composée de 4 extrémistes liés à Daesh s'activant dans la région de l'Haouz. L'opération sécuritaire a permis la découverte d'une ferme dans la commune d'Ourika où ont notamment été saisis des résidus de produits chimiques et de liquides suspects. En Égypte, les Lions de l'Atlas poursuivent leurs entraînements avant la rencontre prévue vendredi face à la Côte d'Ivoire. Un match du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les deux équipes ont réussi leur entrée dans la compétition en remportant chacune leur premier match. Et dans la page culturelle de cette édition, le festival Mawazine à Rabat accueille les Amazones d'Afrique, un collectif de femmes originaires de plusieurs pays du continent. Une fusion musicale engagée contre toutes les formes de violence visant les femmes. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume. Le souverain leur a remis leur dahir de nomination. Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. La nomination de ces 22 ambassadeurs avait été annoncée à l'issue des conseils des ministres des 20 août et 7 février dernier. Ce nouveau déploiement diplomatique du Royaume concerne notamment l'Europe. Les ambassadeurs reçus aujourd'hui vont ainsi rejoindre les missions diplomatiques du Maroc en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, en Italie, en Pologne et en Finlande. De nouveaux ambassadeurs rejoignent également le Vatican, la Turquie et la Russie. Reportage Hind Ben Abdelnbi et Abdelali Mkawi. Ces 9 nouvelles capitales européennes qui voient leur représentation diplomatique marocaine renouvelée. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat de nouveaux ambassadeurs auxquels le souverain a remis leur dahir de nomination. Il s'agit notamment de Hassan Abou Ayoub, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Roumanie et de la République de Moldavie, et de Zhour Alaoui, ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République fédérale d'Allemagne. C'est une nouvelle mission qui s'appuie sur 3 axes. Tout d'abord, la défense de l'unité territoriale, l'intérêt et l'accompagnement de la communauté marocaine installée en Allemagne et enfin le renforcement des relations entre le Royaume du Maroc et la République d'Allemagne. Les républiques d'Autriche, de Slovaquie et de Slovénie accueillent un nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi en la personne de Ezdin Farhan, Lotfi Bouchara, et le nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Fédération de Russie. Youssouf Bella est lui nommé ambassadeur auprès de la République d'Italie, de la République de Saint-Marin, de la République de Malte et de la République d'Albanie. Les relations entre le Maroc et l'Italie sont des relations historiques, des liens d'amitié et de commerce importants. Il y a également une importante communauté marocaine en Italie. Mohamed Ashkalou est nommé ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Finlande. La République de Pologne, de son côté, accueille un nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi en la personne de Abdelrahim Atmoun. Ma mission sera de renforcer les relations entre le Royaume et la Pologne, de consolider l'axe Rabat-Varsovie. Le plus important est de représenter le Royaume du Maroc au mieux et de défendre l'unité nationale et les intérêts suprêmes du Royaume. Raja Najim Kawi est-elle nommée ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Vatican et de l'ordre souverain militaire de Malte. Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Parmi les nouveaux ambassadeurs figure Ahmed Rahou. Il est le nouveau chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l'Union européenne. L'Europe, un partenaire politique et économique stratégique du Royaume.
Le Royaume du Maroc a également un nouveau représentant permanent auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit de Samir Dhar. L'UNESCO, créée en 1945, a notamment pour mission de promouvoir la paix à travers l'éducation et la promotion du patrimoine culturel universel. Je vous propose d'écouter Samir Dhar, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO. C'est un nouvel exercice évidemment qui s'ouvre devant moi, la diplomatie multilatérale évidemment, qui a ses propres spécificités évidemment. Nous allons essayer, Inch'Allah, de renforcer la présence du Maroc au sein de l'UNESCO, et tout cela évidemment dans le cadre des choix stratégiques opérés par le Maroc, que ce soit l'engagement en Afrique, pour tout ce qui est développement, éducation, sciences, culture, etc. Et évidemment essayer de réfléchir aussi à des initiatives proprement marocaines pour essayer de renforcer l'agenda de l'UNESCO par rapport à ce que nous souhaitons faire de cette organisation internationale importante. Le Maroc consolide aussi sa présence diplomatique sur le continent africain. Parmi les 22 nouveaux ambassadeurs figurent ceux qui vont rejoindre l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Ghana et le Burkina Faso. De nouveaux ambassadeurs vont également se rendre dans le monde arabe et en Asie, en Jordanie, au Qatar, au Bahreïn et au Vietnam. Reportage Hind Ben Abdenbi, Youssef Lahmidi et Azdine Idrissi. 4 capitales africaines accueillent de nouveaux représentants du royaume. Iman Ouadil est nommé ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Ghana. Au Burkina Faso, c'est Youssef Slaoui qui remplira la mission d'ambassadeur de Sa Majesté le Roi. Hassan Tariq se dirige vers Tunis en tant que nouvel ambassadeur auprès de la République tunisienne. Youssef Lamrani, lui, est le nouvel ambassadeur de Sa Majesté auprès de la République d'Afrique du Sud, de la République du Botswana, de la République du Malawi et du Royaume d'Eswatini. Je mesure à la fois l'importance de cette mission, cette nouvelle mission, le contexte dans lequel elle s'inscrit et surtout dans l'espace où je suis appelé à déployer mon action pour la défense des intérêts de mon pays, pour l'approfondissement du dialogue politique. C'est des défis extrêmement importants que j'assume avec la plus grande responsabilité. En Asie et au Moyen-Orient, 5 pays accueillent de nouveaux ambassadeurs marocains. Il s'agit de Khalid Nasseri, nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume hachémite de Jordanie. Mohamed Sitri est le nouvel ambassadeur du Royaume auprès de l'État du Qatar. Au Bahreïn, c'est Mustafa Benkhii qui occupera le poste d'ambassadeur du Royaume à Manama. Jamel Shaibi se dirige lui vers le Vietnam pour assumer les fonctions de nouvel ambassadeur. Et enfin, Mohamed Ali Lazraq devient ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République de Turquie. Les liens diplomatiques du Royaume du Maroc se renforcent aussi avec l'Amérique du Sud. De nouveaux ambassadeurs vont en effet rejoindre les missions du Royaume en Argentine, au Mexique et au Pérou. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également reçu des ambassadeurs étrangers venus prendre congé du souverain au terme de leur mission dans le Royaume. Il s'agit des ambassadeurs du Qatar, du Mali, de France, de Suisse, du Brésil et de Guinée équatoriale. Ils ont été décorés par le souverain. Direction Paris à présent, qui accueille la réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Organisation de développement et de coopération économique. Cette réunion au siège de l'OCDE dans la capitale française a été l'occasion de lancer le deuxième programme Pays Maroc en présence du secrétaire général de l'organisation Angel Gouria et du chef du gouvernement Saadine Al-Othmani. Parmi les objectifs du programme figurent l'amélioration de la gouvernance publique et le renforcement de la compétitivité économique et de l'inclusion sociale.
Assurer la croissance économique est aussi l'une des préoccupations des pays membres du 5+5. Cette structure comprend 10 pays des deux rives de la Méditerranée, dont le Maroc. Ils se sont réunis hier dans le sud de la France, à Marseille. Un sommet pour mettre en place des projets concrets dans la région euro-méditerranéenne, notamment pour la jeunesse. Hier soir, à l'issue du sommet, les ministres des Affaires étrangères des pays du 5+5 ont adopté des engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée afin de concrétiser les propositions de la société civile. Reportage à Marseille de nos envoyés spéciaux, Amina Ben Khalq et Othman Mawadea. Comme référence, une Italienne parlait de... Autour du président français, des représentants de la société civile issus des 10 pays du pourtour méditerranéen, ces personnalités ont eu à départager 170 projets liés aux thématiques de la jeunesse, de l'éducation ou encore des énergies renouvelables avant de les présenter devant Emmanuel Macron. Le chef d'État s'est félicité de cette première étape dans la reconstruction de ponts entre les deux rives de la Méditerranée. C'est une initiative que nous avions prise en février 2018 à Tunis. Et vous savez, ça fait au fond assez longtemps, je le rappelais tout à l'heure, que nous essayons de bâtir une politique méditerranéenne. Il y avait eu il y a un peu plus de 10 ans une tentative avec l'Union pour la Méditerranée. À chaque fois, on se prend dans les divisions, ce qui fracture la région méditerranéenne. Et là, on a décidé de repartir sur un format peut-être plus simple, 5+5. Et donc en sortant peut-être des conflits qui peuvent exister dans la partie orientale de la Méditerranée. Et en chef de la délégation marocaine, Nasser Bourita a parlé de l'impératif pour les pays de la région de faire du numérique un levier de compétitivité, un sujet également au centre des 3 projets marocains adoptés lors de cette cérémonie. Il y a eu des projets absolument extraordinaires. Et ça, c'est très valorisant pour la Méditerranée, car nous avons une Méditerranée qui est racontée par ses talents et non pas par les cercueils des migrants qui meurent en Méditerranée. Donc c'est une autre narrative positive, c'est une autre approche. Nous avons énormément de choses à réparer en Méditerranée. Nous devons réparer notre rapport à la nature, notre rapport à la mer, notre rapport à l'écologie, notre rapport à l'eau, notre rapport à l'énergie, notre rapport aux autres, notre rapport peut-être aussi homme-femme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent peut-être évoluer. Au total, 14 projets qui seront financés par des organismes publics et privés ont été adoptés au cours de ce sommet qui accorde une place particulière à la jeunesse. C'est très important aussi de constater que les jeunes aujourd'hui contribuent à la formulation de ce processus, de ce projet euro-méditerranéen. Parce que là, on est en train de construire l'avenir et le futur. Nous devons poursuivre cet agenda positif pour la Méditerranée. Il est important d'assurer le suivi de ces projets et de trouver des financements adéquats. Mais je pense que pour gagner le pari... Ce rendez-vous s'est clos sur des promesses avec la signature par les ministres des Affaires étrangères d'un document sur les engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée. Une nouvelle ambition qui se concrétisera sur le terrain. Voilà pourquoi le président français a annoncé la tenue dans 6 mois d'un point entre chefs d'État et de gouvernement pour faire avancer les choses. Et parmi les priorités des pays du 5+5 figure une gestion concertée des flux migratoires. Un sujet abordé à Rabat lors des entretiens entre le directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, le ministre délégué à l'Intérieur Nourdine Boutayeb et le Wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières Khalid Zerwali. Suite à ces entretiens, le directeur de l'Agence européenne, Fabrice Leguéry, a salué les efforts considérables déployés par le Maroc pour assurer la stabilité des frontières et lutter contre la migration irrégulière. Je vous propose de l'écouter. Nous avons aussi conscience, en tout cas en tant que directeur exécutif de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, je tiens aussi à dire que nous reconnaissons un rôle régional du Maroc très important. Le fait, par exemple, qu'il accueillera l'Observatoire africain des migrations et du développement est une preuve tangible des responsabilités très importantes que le Maroc exerce à un niveau régional sur le continent et qui a évidemment un effet très important aussi vis-à-vis de la stabilité des flux migratoires tels que nous pouvons les observer de la rive européenne.
Sachez également qu'une tentative d'immigration clandestine a été mise en échec dans la province d'Al-Hoceima. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale souligne que le policier chargé de la garde de la corniche Sabadia a constaté qu'un camion immatriculé au Maroc était en train de décharger une embarcation de fortune et que des individus soupçonnés d'être candidats à l'immigration clandestine tentaient de conduire la barque vers la côte. Les opérations de ratissage ont permis la saisie de l'embarcation et de 5 bidons de 120 litres de carburant ainsi que l'arrestation de 4 candidats à l'immigration clandestine. Le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé aujourd'hui une cellule terroriste composée de 4 extrémistes affiliés à Daesh, âgés de 25 à 40 ans et s'activant dans la région d'Al Haouz près de Marrakech. Dans un communiqué, le BCIJ précise que cette opération sécuritaire a permis la découverte d'une ferme dans la commune d'Ourika appartenant à la famille de l'un des membres de cette cellule où ont été saisis des résidus de produits chimiques, de liquides suspects et du matériel utilisé dans la fabrication d'explosifs. Les développements avec Mamadou Dieye. L'opération sécuritaire a conduit les hommes du Bureau central d'investigation judiciaire dans une ferme à Ourika, dans la région d'El Haouz, près de Marrakech, une ferme appartenant à un des membres de la cellule terroriste. Sur place, l'interpellation des 4 mis en cause a permis la saisie des résidus de produits chimiques, de liquides suspects et du matériel utilisé dans la fabrication d'explosifs. Ces produits seront soumis à l'expertise par les services compétents, indique le Bureau central d'investigation judiciaire. Autres équipements électroniques, des armes blanches, des jumelles, des sommes d'argent et une moto y ont également été saisis. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le chef de la cellule terroriste a procédé au recrutement et à l'encadrement des membres de son groupe et tissé des liens suspects avec des éléments s'activant à l'étranger en vue de planifier des opérations terroristes dans le royaume. Et cela à travers l'utilisation d'engins explosifs suivant l'agenda destructeur de Daesh. Les individus arrêtés seront déférés devant la justice à l'issue de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et en Irak, l'organisation terroriste Daesh perd ses derniers bastions. 5 membres de l'organisation ont été tués lors d'une frappe aérienne de la coalition dirigée par les États-Unis dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest du pays. En 2017, l'armée irakienne avait repris le contrôle de la majeure partie des régions du pays. Des membres de Daesh s'étaient alors repliés vers des zones désertiques près de la frontière syrienne. En Algérie, les étudiants ont de nouveau manifesté. Comme tous les mardis, ils se sont rassemblés dans la capitale Alger. Un mouvement de contestation qui se poursuit depuis 18 semaines. Les étudiants ont dénoncé aujourd'hui l'interdiction du drapeau amazigh dans les manifestations. Une décision du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah. La capitale du Bahreïn, Manama, accueille l'atelier sur la paix et la prospérité. Et à l'invitation des gouvernements du Royaume du Bahreïn et des États-Unis d'Amérique, un cadre du ministère de l'économie et des finances du Royaume du Maroc prendra part aux travaux. C'est ce qu'indique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui ajoute que la participation à cet atelier technique et sectoriel se fait aux côtés de plusieurs pays arabes, africains et européens, ainsi que de nombreuses organisations régionales et internationales. Cette participation se fait sur la base de la position constante et inchangée du Royaume du Maroc en faveur d'une solution de 2 États vivant côte à côte dans la paix et la stabilité, garantissant l'instauration d'un État palestinien indépendant, souverain et viable dans les frontières du 4 juin 1967, ayant Jérusalem-Est comme capitale. Retour au Maroc avec l'acquisition de nouveaux moyens de lutte contre les accidents de la route. Des radars mobiles de nouvelle génération permettent de mieux mesurer la vitesse des véhicules. Ces radars ont été déployés à travers le pays. Exemple à Casablanca dans ce reportage de Nadia Lioubi et Brahim Habboub. Le récit est de Mamadou Dieye. Ces agents de la Sûreté nationale équipés de radars dernière génération sont en veille. Aucun moyen d'y échapper, l'appareil doté d'une technologie laser infrarouge est infaillible. Léger, possédant 16 heures d'autonomie, cet engin peut capturer 24 000 photos et 3 000 vidéos d'une netteté irréprochable. Lorsque différents points d'entrée de la ville sont surveillés par ces radars, les automobilistes sont forcés de faire attention et de ralentir. Mais les agents de la Sûreté nationale ne peuvent pas être omniprésents. Les excès de vitesse restent la cause première des accidents de la route. Et si certains peuvent être vraiment pressés parfois, un excès de vitesse en ville ne fait gagner finalement que quelques secondes. Ralentir, ça permet d'éviter un grand nombre d'accidents. C'est surtout dans les grandes artères que les gens accélèrent. Un chauffeur trouvera toujours une excuse à son excès de vitesse, mais la société ne reconnaît pas ces justifications.
L'année dernière, 31% des accidents mortels se sont produits entre juin et août, soit 1096 personnes qui y ont laissé la vie. Et en ce début de saison estivale, la prudence sur les routes est à la limite vitale. Ils contrôlent la circulation et la sécurité, mais cette fois-ci dans les airs, ce sont les contrôleurs aériens. Ils célèbrent aujourd'hui leur journée nationale en organisant une conférence à Fès. Le thème de cette rencontre internationale est celui de la révolution industrielle et son impact sur l'élément humain dans la navigation aérienne. C'est un reportage de Sarah Jabri et Al-Din Hamini. Du décollage à l'atterrissage, Kamal Kermaoui guide les pilotes en vol depuis sa tour de contrôle. Ce contrôleur aérien à l'aéroport Fès a choisi ce métier par passion, un métier qui requiert aussi de la rigueur, du self-control et de la concentration. Notre mission est de régler la circulation des avions en altitude, comme aux abords de l'aéroport, nous fournissant également toutes les informations nécessaires aux pilotes. Garants de la sécurité et de la fluidité du trafic aérien, les aiguilleurs du ciel sont appelés à suivre les avancées technologiques qu'a connues le secteur. Dans ce sens, une conférence internationale a réuni à Fès des contrôleurs aériens venus de tout le Maroc, mais également des spécialistes du Sénégal et d'Italie. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la Journée nationale du contrôle aérien. C'est une occasion pour nous d'échanger les expériences avec les confrères. C'est une conférence organisée annuellement pour permettre aux professionnels du secteur de se réunir, de débattre autour des contraintes du métier et des révolutions technologiques. On attend beaucoup de la journée. On est vraiment très content d'avoir évoqué ce thème et pouvoir en discuter avec des spécialistes pour pouvoir sortir avec des recommandations qui vont nous aider au sein de l'Office national des aéroports. Des recommandations pour des vols plus sûrs, mais aussi pour l'amélioration des conditions de travail des contrôleurs aériens au Maroc. Direction l'Égypte où les Lions de l'Atlas poursuivent leurs entraînements. L'équipe nationale prépare la rencontre prévue vendredi face à la Côte d'Ivoire dans le cadre du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les deux équipes ont réussi leur entrée dans la compétition en remportant chacune leur premier match face respectivement à la Namibie et à l'Afrique du Sud. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux en Égypte. Le récit est de Adil Lutété. Retour aux choses sérieuses au lendemain de la séance de décrassage qui a suivi le match Maroc-Namibie. La victoire est précieuse, surtout quand on sait que la Côte d'Ivoire est sortie vainqueur de son duel contre l'Afrique du Sud. Le premier match est toujours difficile. Le gagner est capital pour la confiance du groupe. Les 3 points sont très importants en prévision du deuxième match. For the group, this victory, alhamdulillah, the first 3 points, and it's very important also for the next game, inshallah. Une importance capitale. La Côte d'Ivoire est un adversaire plus coriace et pour le vaincre, il faut disposer de tous ses atouts en main. Le groupe est au complet. Belhanda continue de s'entraîner en aparté. Quant au moral des troupes, il est au beau fixe. On s'entraîne dur, on passe du bon temps, c'est un bon état d'esprit, nous devons le garder pour décrocher de bons résultats. Le meilleur des résultats, c'est la victoire. Ce ne sera pas facile contre un adversaire qui attend les Lions au tournant. Dans la page culturelle de cette édition, un spectacle artistique et engagé. Sur la scène du Bourgreg, le festival Mawazine à Rabat a accueilli le collectif des Amazones d'Afrique. Créé en 2015, le groupe comprend des femmes originaires de plusieurs pays du continent. Des artistes qui militent contre toutes les formes de violence visant les femmes. Reportage Rita Saha, Hicham Bahlawan et Younes Habchaoui. De magnifiques tenues aux couleurs du continent, des voix chaudes et suaves qui ne font plus qu'une. Sur la scène du Bourgreg, les Amazones d'Afrique ont fait sensation. Du Mali, du Gabon ou encore du Nigeria, elles sont venues faire passer un message, celui de la lutte contre les violences faites aux femmes partout dans le monde. Un combat qu'elles racontent notamment dans leur titre Amazon's Power. Le but de ce projet-là, vraiment de faire comprendre aux femmes que en fait, c'est elles qui ont le pouvoir de changer les choses. C'est elles qui ont le pouvoir de changer tout ce qui se passe dans la société de pas bien en fait vis-à-vis d'elles-mêmes. Et c'est ça notre combat en fait. Et en fait, c'est un message universel, donc c'est à
tout le monde, on s'adresse à toutes les femmes du monde et en fait même tous les hommes parce qu'on construit cette société ensemble. Donc oui, pour le coup, on s'adresse aussi au public marocain. Ces artistes de différentes générations, originaires de différents pays, dénoncent entre autres l'excision, une pratique encore trop répandue dans le continent, et afin de donner la parole à toutes les femmes et faire entendre leur voix au-delà des frontières, hier soir une nouvelle Amazone a rejoint le collectif. L'artiste originaire des provinces du Sud a initié ses consoeurs à son art, une fusion qui a ravi le public. C'est incroyable, c'est un groupe incroyable. Enfin, j'ai pas d'autre mot que incroyable parce qu'en fait, les Amazones d'Afrique, c'est juste magnifique et en plus là, elles ont invité une artiste du Maghreb sur scène à leur côté. Donc il y a vraiment une idée de vouloir créer quelque chose de panafricain et c'est beau. Ce que je trouve magnifique, c'est le mélange des cultures. Il faut juste avoir l'oreille musicale et se laisser porter par la musique. Hier soir, le collectif créé en 2015 a interprété les plus belles chansons de son album République Amazone. En attendant la sortie de leur prochain opus à l'automne prochain, les Amazones d'Afrique poursuivent leur tournée aux 4 coins du monde avec un message fort et des sonorités envoûtantes et enchanteresses. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du Royaume. Le souverain leur a remis leur dahir de nomination. Par la suite, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. La nomination de ces 22 ambassadeurs avait été annoncée à l'issue des conseils des ministres des 20 août et 7 février dernier. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Arahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.